Je vous propose que nous passions à la communication suivante, si vous le voulez bien. On remercie encore le professeur David Bloca, que j'ai déjà présenté, mon professeur à Montpellier, que vous connaissez bien, et qui, je dis un mot pour qui s'installe, a été vraiment un des plus dynamiques d'entre nous et qui a réellement déployé cette chirurgie entre le monde académique et la chirurgie en France, notamment en déployant une technique qui, à l'époque, je dois le dire avec toute humilité, à laquelle j'étais un peu réticent, de la sleeve gastrectomie, et qui est, comme toujours, un peu plus compliquée finalement que l'on l'imaginait au départ, en regardant les schémas de son intervention. Bonjour à tous, Monsieur le Président et François, merci de l'invitation. Donc d'abord, merci pour cette introduction, on va dire, mais sache que tu es un de mes exemples en chirurgie et en recherche, donc c'est très motivant de bosser avec des gens comme toi. Je vous parle de la chirurgie métabolique, donc plus sur le versant maintenant clinique, avec ce qui va arriver. On ne peut parler du futur que si on revient légèrement sur le passé. Juste pour vous dire que cette chirurgie du diabète, en fait, dès 1950, il y avait des rapports de cas cliniques avec des améliorations du diabète de type 2 chez des patients qui avaient été opérés d'une gastrectomie partielle pour cancer, pour ulcère peptique. Et que c'est en 1983 que Porris a publié les premières améliorations après gastric bypass de ce diabète de type 2. Alors, on a parlé tout à l'heure de guérison, le terme employé c'est plutôt rémission, puisque c'est vrai qu'il y a souvent un risque de rechute et on va en reparler. Broval, dans la méta-analyse de 2004, a vraiment souligné cette amélioration sur les différents types de chirurgie, et dès 2007, c'est notre ami Francesco Rubino qui a motivé un peu toutes les équipes pluridisciplinaires internationales pour faire une conférence de consensus et essayer de vraiment mettre en place ce concept de chirurgie métabolique avec les indications dont Fabrizio a discuté tout à l'heure. La méta-analyse de 2009, où à 2 ans, on soulignait cette efficacité de la chirurgie bariatrique sur la résolution du diabète de type 2. Plus une technique était compliquée, plus les résultats étaient efficaces. Donc ça, c'est pareil que pour le poids. Plus vous voulez avoir des résultats, plus vous risquez d'augmenter la mortalité et les complications. Alors comment choisir à l'heure actuelle l'opération à réaliser et pour quel type de patient? On parle rapidement des anneaux. C'était l'étude qui avait vraiment fait date, on va dire, pour l'anneau gastrique, publié par nos amis australiens, qui ne parlaient que des anneaux à l'époque, et qui avait présenté, vous voyez ici, un taux de rémission après une étude de contrôle randomisé versus anneau versus traitement médical, 73% de rémission, ce qui était énorme, mais avec un biais de sélection qui avait été souligné par plusieurs équipes, puisque les patients étaient des diabétiques, on va dire, facilement équilibrés sous traitement médical, avec une hémoglobine assez basse. À l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe avec les anneaux? Tout simplement, je vous montre les chiffres dont François a parlé tout à l'heure, 50 000 opérations en France, mais vous voyez l'évolution des techniques opératoires. L'anneau est en pleine diminution, voire disparition, je dirais. Je pense qu'il reste très peu d'équipes qui considèrent cette technique comme une chirurgie efficace, bariatrique et surtout métabolique, puisqu'elle n'agit qu'au niveau de la restriction et il n'y a pas d'effets hormonaux qui peuvent vraiment potentialiser la perte de poids. Alors je reviens rapidement sur l'étude de Schauer qui vient d'être publiée, et c'est vrai que cette étude elle est importante parce que 155 patients avec un diabète de type 2, un IMC entre 27 et 43, et il y a quelque chose que je voulais souligner, c'est le primary endpoint, ce qu'ils appellent, c'est-à-dire l'objectif principal de l'étude. Quand vous comparez des études qui parlent de chirurgie métabolique, c'est un tout et n'importe quoi. Il faut savoir qu'il y a 3-4 ans, on prenait 7% d'hémoglobine glyquée pour avoir un résultat positif, après on est passé à 6,5, après on est passé à 6, avec ou sans traitement médical. Donc il faut faire très attention dans l'étude de Schauer. Schauer avait pris 6% pour l'hémoglobine glyquée, ce qui est quand même assez bas comparativement aux études d'il y a 5 ans. Mais par contre, il considérait que le patient était en rémission si il prenait ou pas un traitement antidiabétique oral. Donc on a vu les résultats sur l'hémoglobine glyquée, je passe rapidement, et vous avez vu aussi ce schéma sur
la supériorité du bypass, comme disait François, c'est-à-dire qu'il y a 45% de patients 45 patients qui n'ont plus d'insuline, qui sont traités de façon hors médicamenteuse avec le bypass à 5 ans, alors que vous en avez uniquement 25 après la sleeve, et vous voyez sur le traitement médical qu'il n'y en a pratiquement pas. Donc, supériorité à 5 ans du bypass dans cette étude contrôlée randomisée sur le traitement médical, évidemment, sur la sleeve aussi. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est à 5 ans l'évolution sur le poids. Ça commence un peu à répondre aussi à ce que vous avez dit tout à l'heure, parce qu'en fait, il n'y a pas de différence significative sur le poids à 5 ans dans cette étude randomisée comparant la sleeve et le bypass dans le sous-groupe. Et ça, c'est intéressant aussi parce que ça nous ouvre des voies d'explication. Alors, on a travaillé à Montpellier, vous savez qu'on a une grande expérience, comme l'a dit François, sur la sleeve, puisqu'on a été une des premières équipes avec l'équipe de Philippe Marre qui est présent à croire en cette opération. Ce papier vient d'être accepté dans Surgery, c'est une analyse rétrospective de notre activité sur 52 patients qui ont été opérés. Alors c'était sur les 5 premières années d'activité de la sleeve. Vous voyez les caractéristiques des patients. Alors des patients qui étaient plus gros en moyenne que d'habitude, c'est-à-dire qu'au départ, il faut savoir que la sleeve était indiquée chez les méga obèses. Donc les premiers patients étaient aux alentours de 50, 55, 60 DMC, ce qui va peut-être expliquer aussi des résultats pas aussi intéressants que ce qu'on pensait. 38% de patients avaient une hémoglobine glyquée très élevée, supérieure à 8,9, et 14% étaient traités par insuline. Et vous voyez que quand on prend des critères de rémission, on avait choisi des critères assez qui étaient différents, pour être tout à fait honnête avec vous. Au départ, on était parti sur 6,5 en rémission complète, mais on s'est fait recaler par Annals of Surgery, on s'est fait recaler par beaucoup de journaux, et donc on a été obligé de prendre des critères beaucoup plus bas, à 5,6 à l'heure actuelle, pour avoir une rémission complète. Donc ce qui nous paraissait un peu important, en fait, quand vous prenez des critères à 6,5, comme nous on considérait, pour pouvoir comparer en tout cas ce qui avait déjà été publié, on arrive à 5 ans quand même avec 33% uniquement de rémission partielle, ce qui nous a déçus par rapport à cette analyse, parce qu'on avait publié un an des résultats autour de 70%. Donc je suis honnête, tu vois ton sourire. Par contre, je l'explique. Je l'explique par différentes choses. La première, c'est la durée du diabète. C'était des patients qui avaient été vraiment... qui avaient une durée du diabète très élevée, 11 ans en moyenne. Vous savez que c'est un des facteurs péjoratifs par rapport à la réussite du traitement. Plus vous avez un diabète qui est dur, moins vous aurez de facilité à le traiter. Le deuxième problème, c'est que dans notre critère, on a décidé de ne pas prendre le traitement en compte, c'est-à-dire que si le patient avait un traitement par antidiabétique oral, on considérait qu'il n'était pas traité et qu'il n'était pas en rémission. Et en fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'endocrinologues, et peut-être Fabrizio qui le confirmera, qui même avec l'hémoglobine glyquée inférieure à 6, vont laisser la metformine, notamment en prévention, pour faciliter la prise en charge. Donc, déjà, c'est un autre biais. Les autres biais, je l'ai dit, les super obèses, et surtout la learning curve. Tous les gens qui ont fait de la cible savent que les premières cibles, entre 2005 et 2010, étaient bien plus larges que ce qu'on fait à l'heure actuelle, et que les résultats dans le temps étaient moins bons en termes de perte de poids. Alors pour parler du futur maintenant, puisqu'on a fait un peu le point sur l'état actuel, les procédures en évaluation, on a été très déçus de voir le stick s'arrêter, le stick endobarrière. Vous savez, c'était cette barrière de polymère qui était mise par voie endoscopique au niveau du duodénum pour essayer d'éviter l'absorption des nutriments dans cette zone-là, avec des résultats qui avaient été intéressants, notamment chez l'animal. Et c'est vrai que des complications endoscopiques, des abcès au niveau du foie ont fait que ce stick a été arrêté, alors que beaucoup de personnes attendaient cette opération pour justement amener cette indication dans les 30 à 35, voire les 25-35 avec un diabète. Moi, je suis très déçu par les résultats de la neurostimulation. J'y croyais beaucoup. J'ai beaucoup travaillé sur le Tantalus, c'est-à-dire la stimulation de ventre gastrique pour faciliter l'éjection du bol alimentaire et l'arrivée rapide des aliments dans l'estomac, dans l'intestin, pardon. En fait, il y a toujours du retard à avoir
des prototypes qui soient vraiment efficaces dans le temps. Donc on en est encore à un stand-by au niveau de l'utilisation de ces stimulateurs gastriques ou stimulateurs nerveux. Ce qui est nouveau, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le duodénal mucosal resurfacing, c'est-à-dire que le concept qu'on va enlever la muqueuse du duodénum pour changer justement les rapports d'absorption. C'est une technique qui est bien évidemment en évaluation, qui est endoscopique. C'est vrai que les complications de l'anombarrière font que je suis personnellement de plus en plus, pas inquiet, mais disons, prends beaucoup de précautions avant d'interpréter les différents résultats qui sont présentés. Donc je pense que pour le moment c'est toujours en évaluation, mais sachez que les endoscopistes veulent venir sur ce terrain de la prise en charge du diabète de type 2 et que probablement de nouvelles devices vont sortir. La technique qui me paraît la plus intéressante à l'heure actuelle et qui est de plus en plus pratiquée, c'est la technique du SADIS, où on fait une anastomose duodéno-iléale sur une sleeve. Donc c'est une technique qui a été surtout développée par l'équipe de Madrid d'Antonio Torres. Il y a des résultats, vous voyez déjà depuis 2010, on a cette technique qui est présente. Ce qu'il faut bien comprendre dans le concept de dire c'est une technique qui marche, c'est est-ce qu'on va la réaliser? Quand on parle de chirurgie du diabète, on est obligé de citer Scopinaro, qui a décrit la dérivation milieu-pancréatique il y a déjà plusieurs années, mais personne ne réalise la dérivation milieu-pancréatique en France. Et dans le monde, très très peu. Quand on parle de duodenal switch, et certains de nos collègues ont l'étiquette duodenal switch, l'année dernière en France, il y a eu pratiquement 100 cas de duodenal switch qui ont été réalisés. Donc ce sont des chirurgies qui marchent, on le sait, mais qui ne sont pas utilisées. Pourquoi? Parce que la mortalité, la morbidité est trop importante. Et le rapport bénéfice-risque de ces opérations, je suis désolé, mais il est toujours important à maîtriser, à proposer aux patients. Donc, vous voyez les résultats de cette technique sur notamment l'hémoglobine glyquée dans l'étude de Torres. C'était un suivi à 3 ans, il passait de 7,6 à 5,4. Alors, pareil, il faut bien évidemment bien lire les articles pour voir les différents biais, mais évidemment qu'une chirurgie de malabsorption a un effet intéressant. Alors, si on pousse encore plus loin, on va sur ce qu'on appelle la transposition idéale. Ça me fait extrêmement peur d'un point de vue pratique parce qu'on a du mal à imaginer que ça puisse être diffusé à tous les chirurgiens endoscopiques par rapport au risque de complications. L'idée, c'est de prendre la dernière partie de l'iléon, de la remonter au niveau du tractus jejunal en se disant que le bol alimentaire, au passage, allait stimuler la sécrétion de GLP-1 et notamment de PYY. En stimulation des incrétines pour avoir une meilleure régulation de la glycémie. Honnêtement, ce sont des techniques qui sont développées dans très peu d'équipes, qui semblent avoir quand même au niveau de la recherche des effets importants au niveau hormonal, donc c'est intéressant de les étudier, mais je pense que ce ne sera pas la solution dans l'avenir pour traiter le diabète de type 2. Alors, mon petit bébé, je vous en parle 2 secondes. On est en train d'essayer d'évaluer à Montpellier la technique de sleeve avec le montage en thyroïde, tout simplement, on l'a dit tout à l'heure, parce qu'on pense que le choix de la procédure va se faire sur le rapport bénéfice-risque. L'avantage de la sleeve, François a dit tout à l'heure que c'était une technique facile, en tout cas elle est plus facile que le bypass, on est d'accord. Par contre, il y a des complications sur la sleeve et on essaie de trouver la parade à ces complications, notamment l'apparition du reflux gastro-œsophagien et de la fistule gastrique au niveau de la partie supérieure. Donc on a eu l'idée de développer un Nissen à la partie supérieure et de faire la gastrectomie partielle en dessous. Les résultats à 3 ans sont extrêmement satisfaisants. On les présentera à la SOFRO au mois de mai. Et donc sur le diabète, il faudra là aussi regarder les effets. Fabrizio a parlé de la société américaine, mais le NICE a aussi souligné l'intérêt de cette chirurgie métabolique et notamment dans des IMC entre 30 et 35, ça va poser un problème de nombre d'opérations. Je crois que le seul problème à l'heure actuelle, c'est le nombre d'opérations réalisées en France. Parce qu'il y a une autre chose extrêmement intéressante qui a été soulignée par Fabrizio, c'est l'impact de la chirurgie de l'obésité sur l'apparition du diabète. Si on considère la chirurgie entre 35 et 40 et qu'on se dit que même si le patient n'a pas de diabète, le fait de l'opérer, on va éviter qu'il en ait. Je pense que rien que ça peut valider l'indication. On n'a pas parlé du diabète de type 1, mais ça peut être aussi une option. Vous voyez que dans cette étude qui a été publiée dans Diabetes Care en 2014, il y avait déjà une amélioration
de l'hémoglobine glyquée, alors qui est légère, mais qui semble intéressante. En conclusion, et pour une fois je suis à l'heure, je pense que la chirurgie du diabète est à l'heure actuelle maintenant bien supérieure au traitement médical en termes de résultats, que plus l'opération va être efficace, plus elle va être à l'origine de complications, voire de mortalité. C'est ce qui explique le fait que le duodénal switch et la dérivation biliopancréatique soient très très peu développés en France à l'heure actuelle. Que si on veut avoir des bons résultats, il faut une bonne équipe pluridisciplinaire, une bonne évaluation préopératoire, un suivi extrêmement cohérent. Et c'est vrai que peut-être ces patients diabétiques sont plus faciles à suivre que les patients obèses qui sont habitués à avoir un suivi régulier, qu'il faut choisir la bonne procédure, et je reviens sur ce que tu as dit François, sur le choix de la procédure suivant tel ou tel patient, et que la recherche est très active. Voilà, et vous invitez aux ateliers pluridisciplinaires qu'on lance cette année avec mon équipe pluridisciplinaire à Montpellier, le 15 et 16 juin. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur les indications opératoires, sur les techniques opératoires? Moi, je voulais revenir sur la dérivation biliopancréatique. On en avait parlé avec François un jour, il y a de longues années. J'étais un de ceux qui en faisait avec Philippe Topard, puis j'avais abandonné progressivement compte tenu de la mobilité, malgré des excellents résultats. Oui, mais je pense que pour revenir à ça, ce rapport bénéfice-risque, il faut vraiment bien l'évaluer. On a la chance d'avoir avec l'étude de Schauer des résultats qui montrent, elle est intéressante, et c'est pas pour aller dans mon sens, mais sur le poids, je pense que la sleeve et le bypass, à long terme, ont pratiquement les mêmes résultats. Pourquoi? Parce que le bypass, on peut dire ce qu'on veut, n'est pas une intervention de malabsorption. Elle est mixte avec une toute petite part de malabsorption qui probablement dans le temps va diminuer parce que les villosités intestinales vont augmenter leur surface d'échange. Ça s'appelle la physiologie, on le sait. La dérivation biliopancréatique, voire le mini-bypass, est très différente. Et le mini-bypass, je sais que le Dr Cadine il fait beaucoup. Si on ne mesure pas la totalité de l'intestin, on peut faire des dérivations colossales avec des risques majeurs au niveau des carences nutritionnelles. Et c'est ça qu'il faut, je pense, bien souligner. Maintenant, il y a des équipes aux États-Unis et au Canada qui réalisent des duodénal switch et des dérivations biliopancréatiques avec des résultats apparemment intéressants. Ce que je n'arrive pas à comprendre, moi, c'est le suivi aux États-Unis. Je sais que les patients bougent beaucoup. Comment ils arrivent à suivre leurs patients et être sûr qu'il n'y a pas de carence nutritionnelle majeure? Moi, tu vas nous oui, moi, je vais reparler de la dérivation biliopancréatique parce que je suis une de celles qui en font en France. Mais on parlait de médecine de précision et personnalisée, c'est exactement ça. On ne va pas faire un switch à un IMC à 40, on va faire un switch à un IMC à 65, 70, à qui on a fait une sleeve première et qu'on revoit la consultation avec un IMC à 52, qui a encore un diabète monstrueux, une hypertension, etc. Et ces patients, on ne va pas les chercher, c'est eux qui viennent nous chercher. Et on est bien content d'avoir le switch en échec de sleeve gastrectomie, parce que si vous aviez un échec de bypass, qu'est-ce que vous lui proposeriez à ce patient? Vous ne pourriez rien lui proposer. Donc je ne crois pas qu'il faut dire qu'il ne faut pas faire de switch, je crois juste qu'il faut bien choisir ses indications. Et on a d'excellents résultats avec les IMC à 60, 70. Moi par exemple, pour donner une idée, sur 200 interventions par an, on fait 15 switches par an. Voilà, donc c'est 15 et ça ne changera pas, il n'y en aura pas 50, il n'y en aura pas 100. Et les patients ils sont ravis et on a d'excellents résultats quand on les suit. Je pense que ce type d'opération, honnêtement, doit être réalisé dans des centres experts avec des opérateurs qui soient vraiment formés à cette technique, voire formés à l'étranger sur des gens qui ont pratiqué ces opérations. Parce que, techniquement, c'est pas un mélange. Et deux, dans le suivi, il faut être sûr que les patients soient suivis. Je pense qu'il y a le QI aussi qui intervient dans la sélection du patient. On n'en parle jamais, mais il y a des patients où je pense que la sleeve est probablement la meilleure intervention parce que même si le QI est un peu bas, finalement, tu vas diminuer la taille de l'estomac et le risque dans le temps n'est pas extraordinaire, à part le problème de reflux gastro-œsophagien. Sur le bypass, c'est différent. Il faut comprendre qu'il y a des bilans réguliers avec des carences, qu'il y a potentiellement des hernies internes, des ulcères, donc des complications dans le temps qui peuvent arriver plus importantes. Et ça, je pense que le QI, c'est important à analyser. Non, je partage tout à fait ce que vous avez dit. J'ai abandonné progressivement la dérivation parce que je n'avais pas d'indication. J'avais des malades moins gros. J'ai un petit commentaire général.
ma perspective qui n'est pas la mienne, parce que je suis assis sur les épaules de Charles III, et non dans le service. Aujourd'hui, on suit beaucoup de gens qui n'ont pas 5 ans, 10 ans de suivi, mais 20 ans, 25 ans. Notre service est régulièrement sollicité pour des gens qui ont 70 ans, non parce qu'ils veulent être opérés, mais parce qu'ils ont été opérés il y a 20 ans. Ce qui donne une perspective un petit peu différente, et concernant le choix de l'intervention, plus le temps a passé, et donc les décennies maintenant, une, deux, pour de très nombreux patients, plusieurs milliers aujourd'hui, j'ai l'impression que le type d'intervention, avec le temps, a moins d'importance sur le résultat au long cours que tous les aspects qui vont accompagner la chirurgie, donc le suivi notamment. C'est un peu comme pour la greffe, l'immunosuppression. Dans les premières années de la greffe, la façon dont on reconstruisait l'artère hépatique était majeure, et puis avec le temps, l'immunosuppression a pris le dessus. Et juste comme réflexion, c'est ce que j'ai en ce moment, le problème de ces opérations qui sont... Il y a beaucoup d'attrait à une opération plus simple. J'en suis un grand défendeur, et ce que tu as montré est important. Mais le problème aujourd'hui, c'est comme ça s'est développé de façon assez large, c'est que l'opération plus simple peut être apportée par certains collègues comme une bonne question, une bonne réponse à une mauvaise question. J'explique un petit peu. La mauvaise question, c'est globalement l'opération qu'on décrit très efficace est dangereuse, elle est difficile. Moi, je voudrais une opération qui est simple, peu dangereuse et qui ne nécessite pas de suivi. Or, ça n'existe pas, parce que opérer des obèses, c'est difficile, même un anneau, ça peut être difficile. C'est dangereux, parce que les complications sont parfois très sévères, et le suivi est indispensable. Et donc le problème de ces opérations, quand le seul critère de choix, c'est comme c'est simple, je vais choisir celle-là, et pas choisir la bonne opération pour la bonne personne, c'est peut-être cette dérive à laquelle on a assisté depuis quelques années, qui fait qu'il va falloir peut-être nous réorganiser un petit peu pour mieux faire coller le choix de l'indication sur des aspects qui ne sont pas seulement que puis-je faire dans mon environnement. Je voulais juste revenir encore sur ce qu'avait dit Maud à propos de l'évolution des indications. Comme Michel Gagné me l'avait suggéré, j'avais abandonné provisoirement la dérivation pour ne faire que des sleeves et garder le temps intestinal aux échecs relatifs de la sleeve. Il y a quelque chose aussi, juste qu'il faut souligner, c'est qu'on est arrivé à des taux de mortalité à l'heure actuelle qui sont tombés à moins de 0,1%. Donc ça aussi, ça change la donne, parce que la chirurgie bariatrique, c'était 0,5 pour le bypass, 1% pour la dérivation pancréatique. À l'heure actuelle, c'est 0,1%. Donc on est pratiquement au niveau de la mortalité de la vasectomie. Donc ça change aussi dans les indications la balance. Ce qui fait 40 morts l'année dernière, ce qui n'est quand même pas négligeable. J'ai des patients jeunes, parents, qui ont bénéficié d'un bilan préopératoire complet. On n'est pas dans l'urgence. 40 morts l'année dernière, c'est quand même un vrai problème. Mais tu as raison de dire que ça aurait été bien pire avec les chiffres il y a 10 ans. Ce qu'on ne sait pas, François, c'est quand même... Je tempère, parce que c'est quand même plus de la chirurgie fonctionnelle. C'est une vraie maladie. J'exagère, c'est pour dire que c'est pas de la chirurgie. Il y a surtout le fait qu'on a Je vous excuse encore d'en avoir 40. Oui. D'ailleurs, sur ce point, on peut dire que la mortalité de la chirurgie bariatrique est inférieure en France à la mortalité de la chirurgie hernienne. C'est quand même assez étonnant. Mais je voulais intervenir sur les... En fait, on a découvert la notion de chirurgie séquentielle avec la chirurgie bariatrique. C'est-à-dire que notre culture, c'est qu'on opère un malade, on le guérit. Contrairement à d'autres spécialités, c'était comme ça qu'on faisait. Et avec la bariatrique, on a bien compris qu'il fallait jouer la montre. Et à mon avis, jouer la montre, c'est peut-être être plus distingué dans ses techniques, dans ses indications, et puis assurer sûrement un meilleur suivi, parce qu'à mon avis, c'est là que ça se passe. Et moi qui suis un fervent défenseur du bypass, je me suis quand même retrouvé assez ennuyé par quelques échecs, s'ils ne sont pas nombreux, chez des jeunes de 25 ans, à qui j'avais fait des bypass, et qui avaient des échecs pondéraux. Et donc, j'ai tendance maintenant à être plus restrictif sur ce type d'indication chez des patients jeunes, en me disant, il va falloir qu'ils perdent leur poids pendant 40 ans, 50 ans. Et donc, n'utilisons peut-être pas toutes nos cartouches d'abord. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le problème du bypass, c'est qu'on a 25% quand même d'échecs dans le temps, à long terme. 25%, ça a été publié. Ah, si, il y a des références pour 20 à 25% et plutôt 25%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a de plus en plus d'échecs de bypass. Les traitements endoscopiques pour essayer de diminuer la taille de la poche sont pour le moment pas au point, mais en tout cas pas efficaces dans ce que nous on a analysé. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi sur les histoires de techniques en plusieurs temps. Moi, je fais de plus en plus le parallélisme entre l'obésité et le cancer, c'est-à-dire qu'on peut considérer qu'il y a différents stades d'obésité qui sont parallèles à
un cancer stade 1 via stade 4 quand tu as des métastases. Tu as des risques de récurrence dans l'obésité comme dans le cancer, que tu auras d'autres opérations. Et que je pense que quand tu as un cancer du côlon, tu enlèves une petite partie et tu contrôles derrière ce qui reste. Et c'est un peu pareil au niveau de l'obésité. Donc d'où notre technique à Montpellier de considérer la cible en première intention, de faire des bypass quand on a des antécédents de Macline ou quand on a peut-être des diabètes très sévères maintenant, on y va peut-être d'emblée. Mais même à se dire on fait une cible en premier, puis une dérivation ou plutôt un bypass chez nous derrière, ça nous va bien. Par contre, pas plus de 2 opérations. C'est-à-dire que je considère qu'après 2 opérations, quand il y a un échec, ça devient difficile de traiter les patients et de s'acharner. Ça ne me paraît pas très, très, très bon.